Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan de la série EV4.5 Destinée de Paldea. Et oui, EV5 Force Temporelle arrive en France, ça y est, je me devais donc de vous faire la rétrospective, le bilan de cette série 4.5 avec ses forces mais également ses faiblesses. On va revenir là-dessus. Je sais que c'est un format que vous attendiez depuis un petit moment, hein, vous me l'avez demandé en message privé sur Instagram ainsi qu'en commentaire YouTube. Donc je suis là, votre serviteur est ici pour vous proposer cette petite rétrospective. Alors déjà, on commence avec l'histoire, l'ambiance et donc le descriptif que l'on pouvait retrouver au dos d'un booster et également sur une display, vous connaissez la tradition, on lit ce descriptif, donc les Pokémon chromatiques, évidemment c'est le sujet de cette série, sont sous le feu des projecteurs lors de leur retour tant attendu dans le JCC Pokémon. Pikachu chromatique éclaire le chemin, tout comme Forgelina, Malvala, Moyakata et plus de 100 autres Pokémon chromatiques suivront leurs traces. Pendant ce temps, Fort Ivoire et Route Fer font leur apparition en tant que Pokémon ex temps passé et temps futur, et Dracofeu, Fortress et Cléopsitra démontrent leurs compétences uniques en tant que Pokémon ex Terra Cristal chromatique. Voilà, donc le mot chromatique, il apparaît plusieurs fois dans ce texte, effectivement, c'est les Pokémon Shiny, ce sont eux qui sont au centre de l'attention. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Toujours est-il que dans la série, on retrouve 245 cartes, ce qui en fait une série très fournie, surtout en tant que Pokémon Shiny. Et oui, 154 cartes secrètes, c'est beaucoup, 154, mais dans ces 154, il y a une énorme majorité de petits Pokémon Shiny, bien évidemment, je les ai comptabilisés là-dedans. Donc, au niveau des items, qu'est-ce qu'on retrouvait? Alors la première chose qu'on retrouvait déjà, ce sont les Pokébox. Donc ici j'ai pris le visuel de la Pokébox Dracofeu. On avait également Roue de Fer et Fort Ivoire, vous le savez. On avait bien entendu les petits bundles, comme d'habitude, qui étaient présents avec 6 boosters à l'intérieur. C'est l'item que vous voyez à gauche de votre écran. Sur le visuel, donc on a le visuel des boosters sur le bundle avec Oyakata Shiny, Forgelina Shiny, Malvalam Shiny et Pikachu Shiny, c'est pour ça que vous les voyez tous les 4 présent. La Pokébox Mimikyu, pas la Pokébox, le coffret dresseur d'élite, pardon, l'ETB Mimikyu, avec le fameux Mimikyu AR qui, dans la série japonaise, se retrouve en carte de série. Vous pouviez la choper dans un booster. Ça m'est d'ailleurs arrivé. Il y a une vidéo d'ouverture d'une display japonaise sur la chaîne où je chope un Mimikyu AR. Et ensuite avec mon ami François justement, j'ai ouvert également un God Pack, et dans ce God Pack il y avait un Mimikyu AR. Voilà, donc en japonais vous le retrouvez dans la série, en français c'est une promo de TB, et il y avait bien évidemment des items qu'on a beaucoup ouverts tous ensemble ces derniers mois. Donc ce sont les coffrets premium à l'effigie des starters de la 9e génération. Donc vous aviez Poussacha, Coiffeton et Chochodile, et les formes intermédiaires ainsi que les formes évoluées avec Miascarade, Flamigator et Palmaval. Donc ces cartes-là, on avait dans ce coffret 8 boosters. Nous avions également un présentoir plutôt bien fait pour le coup, de bonne facture, je trouve. 3 cartes promotionnelles de taille normale, donc à l'effigie des starters, et une carte jumbo de très grande taille à l'effigie soit de Miascarade, soit de Flamigator, soit de Palmaval. Voilà, donc ces coffrets étaient plutôt intéressants, je trouve. Ils sont toujours bien remplis de plastique, ça, il y a toujours énormément de plastique dans ces coffrets-là, malheureusement, donc pour l'environnement, c'est pas top, mais en tout cas, les coffrets étaient quand même très stylés au niveau de leur contenu, je trouve. Et nous avons aussi ouvert les tripacks autocollants ensemble, avec notamment Tout Tombe, qui est ici disponible sur le visuel, mais il y en avait 2 autres, et aussi à l'effigie de Grondog, etc. Avec le petit autocollant qui est plutôt sympathique, qui est assez grand d'ailleurs, et une carte promotionnelle Shiny à l'effigie du Pokémon en question. Voilà, donc pour le coup, très stylé. Je trouve les items étaient quand même globalement variés, et c'est la raison pour laquelle je voulais insister là-dessus. Ensuite, maintenant on va passer au contenu de la série, parce que les items en question c'est toujours pas mal, c'est toujours bien beau, mais ce qui nous intéresse ce sont les cartes avant tout, c'est pour ça que l'on collectionne, en tout cas moi c'est pour ça que je collectionne. Le scellé c'est pas mal, mais c'est avant tout pour les cartes qu'on est ici. Alors au niveau des communes, quelles étaient mes communes préférées? Déjà, première chose que je note par rapport à cette série et à la notation finale que vous verrez en fin de vidéo,
les communes et les peu communes, comparées à d'habitude, m'ont un petit peu moins transcendé, on va dire. Hein, maintenant, si vous me connaissez, que vous regardez régulièrement mes bilans, que vous regardez régulièrement mes rétrospectives, que ce soit sur les dernières séries en date ou que ce soit sur des séries plus anciennes, eh bien vous remarquez que régulièrement, les communes et les peu communes, ce sont souvent des cartes que j'aime beaucoup, sur lesquelles je m'attarde énormément, parce que je les trouve magnifiques, et une série dans son homogénéité, eh bien c'est ça qui compte aussi. Il n'y a pas que les ultras, il n'y a pas que les shiny, les trucs, etc. Il faut aussi prendre en compte les communes et les peu communes, et puis ça fait partie donc de l'homogénéité globale de la série, et habituellement, il y en a quand même beaucoup qui ressortent. Ici, sur cette série, un petit peu moins. Donc, il y en a 3 qui se sont distingués, que j'ai choisis parce que je les trouve plus belles que les autres, mais parmi ces 3-là, il n'y en a aucune où je me dis, bon, ça y est, c'est la commune de EV. Vous voyez, j'ai pas eu de coup de cœur, on va dire, à ce niveau-là. Donc la première que je voulais vous présenter, c'est le Pomme de Pique. J'aime beaucoup cette illustration parce que derrière on a le sceau du fléau, le portail scellé que l'on peut retrouver derrière le Pomme de Pique. J'aime beaucoup aussi le travail effectué sur l'arbre, sur les branches d'arbre de ce conifère, peut-être un cyprès d'ailleurs, dans lequel se réfugie Pomme de Pique. Je trouve que les épines sont particulièrement bien travaillées, bien réussies. C'est une illustration qu'on doit au biologiste Kuki Saito, donc une fois n'est pas coutume, on reconnaît tout de suite son style, puisque chez tout bon biologiste, eh bien ce n'est pas que le règne animal, et donc les Pokémon qui sont bien dessinés, mais également le règne végétal. Et oui, le biologiste ne s'intéresse pas qu'aux Pokémon, mais aussi à leur environnement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici on a un cyprès aussi bien dessiné. Peut-être est-ce un mélèze, mais à mon avis, vu l'altitude, c'est plutôt un cyprès. Le Pomme de Pique en lui-même est très 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 bien dessiné, avec un regard digne des meilleurs jours de Kuki Saito. Et les détails sur son corps sont toujours aussi beaux, aussi intéressants et aussi développés. Voilà, donc très très joli Pomme de Pique. En plus, c'est un Pokémon pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc très heureux qu'il soit représenté dans cette série. C'est la première des communes que j'ai choisies. La deuxième, c'est Tarsal. Le Tarsal en lui-même, plutôt anecdotique, il est bien dessiné tout de même, mais on en a vu d'autres, des Tarsal. Ceci dit, c'est le travail que je salue ici, le travail sur l'Académie Raisin, qu'on peut voir dans le fond. Elle est absolument exceptionnelle, très 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 bien dessinée. On a le dôme Terra Crystal au fond, et puis le bâtiment en lui-même est très 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 bien représenté, avec un style pictural très intéressant, qui fait d'ailleurs contraste avec les herbes qu'on a en premier plan, qui sont sous Tarsal, qui sont dans un style graphique, j'ai l'impression, différent du style choisi pour illustrer l'académie. Voilà, en tout cas, le bâtiment est très très bien représenté, magnifique, et je trouve que on voit bien que c'est un dessin, et que c'est pas une illustration créée avec des outils informatiques ou de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est très très sympathique. Et enfin, la troisième carte dont je voulais vous parler, c'est ce chauve-sourire illustré par Kagemaru Himeno, artiste que j'aime énormément. Ici, évidemment, je retrouve les marqueurs propres à Himeno, avec notamment les rayons lumineux, les rayons du soleil qui descendent directement sur le Pokémon. Vous regarderez sur la plupart des illustrations de Himeno, surtout sur les récentes, eh bien on a beaucoup de travail on a un travail très important qui est effectué au niveau des flares, des rayons lumineux, des reflets, etc. Et donc ici effectivement on a ce côté-là sur cette illustration de chauve-sourire que je trouve, ma foi, très 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 réussie. Le Pokémon en lui-même est super bien dessiné, mais bon, c'est du Himeno, donc on pouvait s'attendre qu'à ça. Voilà au niveau des communes. Pour une fois, le choix n'a pas été très difficile. Ces 3 communes se sont distinguées. Je les trouve vraiment magnifiques, mais il n'y en a pas une où je me suis dit, tiens, voilà une mention honorable dont j'aurais aimé parler en vidéo. Vous voyez, le choix a été vite fait pour une fois. Donc c'est peut-être révélateur aussi du fait que la série était légèrement en deçà de ce que j'ai l'habitude de voir. En tout cas, en ce moment. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, il y a des communes qui vous ont plus marqué que celle-ci, bien sûr. Au niveau des Zunko, alors quels sont mes Zunko préférés? On commence avec un Camerupt. Alors Camerupt, un Pokémon de la 3e génération que j'aime énormément, et il apparaît souvent dans mes tops de mes cartes préférées, de mes peu communes ou de mes communes préférées. Donc j'ai peut-être un affect qui est très développé avec ce Pokémon, c'est pour ça qu'il apparaît souvent. Au-delà de ça, je trouve qu'objectivement, l'illustration est particulièrement réussie. Le Pokémon en lui-même est très très bien dessiné, notamment au niveau des contours, je trouve ça très intéressant. Et puis le décor, avec le volcan qui rentre en éruption,
La manière aussi dont la roche est dessinée avec ce contraste clair-obscur qui me fait penser à mes peintres préférés bien évidemment, et puis derrière c'est ce feu, cette flamme, cette fumée hein, qui apparaît dans le fond de l'illustration. On distingue même un filet de lave en bas à droite du dessin. Bref, je trouve ça absolument exceptionnel et j'adore Camerupt, hein, le Pokémon Éruption. Donc voilà, il est disponible ici dans cette série en Unco et je me devais de vous en parler. Ensuite, le Ectoplasma. Donc Ectoplasma en peu commune, que j'ai souvent eu en reverse d'ailleurs lors de mes box break. J'aime beaucoup cette carte, hein, j'aime beaucoup cette carte. Ectoplasma, Pokémon bien sûr très très apprécié. Moi-même, je suis très grand fan de lui. Après ici, c'est surtout l'ambiance hein, qui m'a beaucoup plu avec cette lune. Hein. Vous avez vu, il y a 2 illustrations avec la lune parmi les Unco que j'ai choisis. J'ai beaucoup d'affect pour cet astre dans les... enfin pour notre satellite, hein, dans les illustrations Pokémon en général, que ce soit le Noctali de Neo, enfin il y a plein d'illustrations avec la lune derrière. Je trouve que c'est souvent très bien représenté. La lumière d'argent qui descend de la lune et qui éclaire comme ça les Pokémon ou les décors en dessous, eh bien c'est quelque chose qui moi me marque profondément, que j'aime beaucoup. Ça rend la lumière encore plus belle et c'est justement ce qui se passe avec cette illustration Colline claire de lune. J'en parlais justement lors de mes box break, mais j'ai toujours l'impression qu'on est au Mont Sélénite, qu'il y a des Mélophées ici qui vont venir sur cette colline, qui vont entamer une danse tous ensemble, et avec la pierre lune qui vont évoluer en Mélodelphes, hein, parce que finalement c'est ce genre de vision que nous offre cette carte, avec justement les rayons argentés dont je parlais, qui descendent directement de notre satellite vers la Terre. C'est absolument exceptionnel, hein, je trouve cette illustration dingue, même au niveau des végétaux, hein, c'est particulièrement réussi. J'ai l'impression de distinguer des brins de lavande en bas à gauche de l'illustration, et moi c'est quelque chose, j'adore la lavande, hein, puisque je viens du sud de la France, donc la lavande, le thym, le romarin, etc. Ce sont des plantes qui me parlent. L'arbre en lui-même est très bien dessiné aussi, les hautes herbes, voilà, donc je suis assez conquis par cette illustration, et du coup j'en ai oublié le Ectoplasma, qui est très 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 stylé aussi, avec cette même lune, même s'il n'y a pas ces rayons argentés qui descendent sur Ectoplasma, mais on les devine quand même sur les contours d'Ectoplasma. Vous voyez, certes on n'a pas les rayons qui descendent de la lune, mais l'aura autour d'Ectoplasma, cette aura argentée, nous fait prendre conscience qu'en fait c'est la lune qui éclaire le Pokémon ici. Et je trouve ça très réussi. Ectoplasma, Pokémon farceur, avec sa langue qui est toute tirée. J'aime beaucoup, ça nous fait penser à un imaginaire très connu, à des marqueurs très précis dans Pokémon, et donc personnellement moi ça me touche beaucoup. Donc voilà, ça ce sont les Unco que j'ai choisis. Même remarque que pour les communes, il n'y a pas d'autres Unco où je me suis dit tiens, ça serait magnifique que j'en parle, j'aimerais beaucoup justement m'attarder sur telle ou telle illustration. Non, vous voyez, j'ai pas eu d'autres coups de cœur à part cela, alors que dans les premières séries Écarlate et Violet, à chaque fois il y avait minimum 2 ou 3 mentions honorables pour chaque catégorie. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez important à noter. Ensuite on passe aux holographiques, hein. Vous savez, les rares simples n'existent plus maintenant. Alors, les holos, c'est encore un autre problème, c'est que même parmi ces 3-là, j'ai pas de coup de cœur absolu. Je les aime bien, les 3 que j'ai mis ici, mais j'ai pas eu de coup de cœur absolu par rapport aux holos. L'illustration que je préfère ici parmi les 3, c'est le Gros Mago. Je le trouve très très réussi, Gros Mago illustré par Mitsuhiro Arita. Alors, les personnes qui n'ont pas joué aux jeux vidéo ou qui s'intéressent pas tellement au lore des Pokémon peuvent trouver ce Pokémon marrant, mais en se disant ils savent plus quoi inventer. Pokémon, ils sont au bout en termes d'idées et d'innovation. Malgré tout, moi j'aime beaucoup Gros Mago, hein. En jouant au jeu, on comprend un petit peu d'où il vient, pourquoi il a été designé de cette manière, hein. Son double type acier spectre est aussi très intéressant, et même son attaque ruée d'or, un Make It Rain en anglais, qui est ici illustré hein, sur la carte, hein, puisqu'il fait pleuvoir des pièces. Eh bien moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a énormément d'informations à prendre sur ce Pokémon. Il est beaucoup moins ridicule et comment dire, et enfantin qu'il n'y paraît. Il y a quelque chose d'assez intéressant et d'assez prodigieux, je trouve, avec ce Pokémon. Donc ici, très belle illustration. Je trouve que Arita a bien saisi l'essence du Pokémon, notamment de par sa posture, et même s'il n'a pas l'attaque ici Make It Rain, donc ruée d'or, eh ben, on distingue quand même toutes ces pièces qui sont particulièrement bien dessinées. Ceux qui
connaissent un petit peu Hunter x Hunter, hein, ça me fait penser au combat entre Hisoka et le majordome dont le nom m'échappe de la famille Zoldyck, où effectivement il y a le combat comme ça entre les pièces qui sont lancées avec le nen. Voilà, je m'égare, mais en tout cas le Pokémon en lui-même est très très bien dessiné, donc petite dédicace à Arita pour une fois que je peux saluer son travail. Ensuite, le Mimikyu, dessiné par Kagemaru Himeno, donc même remarque hein, que celle que j'avais pu faire tout à l'heure avec le chauve-sourire. Et on a les rayons lumineux, on a les reflets, on a les flares, voilà. Donc tous les marqueurs de Himeno sont présents. La végétation est très 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 belle. Hein. J'en parle beaucoup de la végétation dans cette vidéo, mais c'est quelque chose... voilà, qui a beaucoup d'importance pour moi. Et ici, hein, une fois n'est pas coutume, je trouve que la carte est très très bien dessinée et que la diversité florale sur cette illustration est particulièrement intéressante. Hein. Les couleurs sont très bien choisies, très diverses également, et le Mimikyu en lui-même est vraiment bien dessiné, donc que demande le peuple? Et enfin le Malvalam, donc 2 Pokémon Spectre, hein, vous avez vu dans ce top 3 de mes holos préférés, donc Malvalam et Gromago. Malvalam qui est feu spectre, hein, alors que Gromago est acier spectre. Voilà, donc très très joli Malvalam, un de mes coups de cœur de la 9e génération, très bien dessiné ici hein, par Murayama. Et puis voilà, les lames de Malvalam justement sont particulièrement bien représentées je trouve, hein, surtout celle qui fait face aux spectateurs, et puis ces couleurs qui se mêlent, ces couleurs spectrales, hein, ce bleu, ce rose, etc., qui nous fait penser à la fois eh bien, au spectre, mais aussi au feu, hein, puisque le feu à une certaine chaleur devient bleu. Eh bien, ça me fait tout à fait penser à ça. Donc, c'est très intéressant et je trouve ces holos très réussis, même si, encore une fois, je n'ai pas un coup de cœur particulier par rapport aux holos de Destinée de Paldea. Ensuite, on passe aux ex classiques. Donc là, je vais avoir nettement moins de choses à dire parce que vous savez que sur les ex en général, il y a très peu de décors. Surtout pour les ex de 5 Band Graphics. Hein. Vous remarquez ici, il n'y a aucune ex de 5 Band Graphics. C'est normal parce que c'est celle qui me plaisent le moins en général. Donc le Gardevoir, c'est mon coup de cœur, on va dire. Alors c'est pas mon coup de cœur, c'est celle que je préfère parmi les 3. C'est un Pokémon pour lequel j'ai beaucoup d'affection, donc ça doit jouer aussi dans toute ma subjectivité. Hein. Et cette attaque Ballombre, hein, probablement qu'il est en train de lancer, elle est particulièrement bien dessinée. Ça me fait penser un peu au Mewtwo niveau X, vous savez... dans l'ère Diamant et Perle, il y avait beaucoup d'attaques comme ça qui étaient montrées face aux spectateurs, des attaques Ballombre notamment avec Mewtwo, et ça me fait penser un petit peu à cette vibe 4e génération, donc j'aime bien, franchement j'aime bien ce Gardevoir, très bien dessiné. Le Fort Ivoire dessiné par Kawayu, donc là également une très très jolie illustration, j'aime beaucoup. Alors il fait un peu écraser le Fort Ivoire, hein, je trouve, sur cette illustration quand même, mais c'est cet effet de vitesse aussi qui donne cet effet-là, enfin qui donne ce résultat. Le Pokémon est quand même très très joli, très bien dessiné. Et donc voilà, il méritait de faire partie de ce classement. Et enfin le Roue de Fer. Voilà, donc comme ça on aura un Pokémon temps futur et un Pokémon temps passé. Le temps passé pour Fort Ivoire, le temps futur pour Roue de Fer. Et voilà, Roue de Fer très très bien dessiné également. Pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que ces 3 illustrations, je les trouve correctes. Et je suis content de les choper en booster en fait. Hein, contrairement à la plupart des autres ex, malheureusement, qui sont présentes dans cette série. Ensuite, au niveau des AR, alors là j'en ai choisi qu'une, hein, bien sûr, parce que vous savez que les AR, elles étaient très peu majoritaires dans cette série. Il n'y avait que 3 AR, Super Dauphin, Pomme et Trio Pico. Donc moi maintenant, les séries, j'attends avec impatience de voir les AR, puisque c'est une rareté qui me marque beaucoup. J'aime énormément cette nouvelle rareté, je trouve que ça laisse en fait... aux artistes la possibilité de s'exprimer, de peindre les Pokémon dans un nouvel environnement, de donner en fait des détails croustillants sur leur vie à ces Pokémon-là, et moi ça me fait plonger en fait dans le monde Pokémon quand je vois des AR, parce que je me dis tiens, j'aurais pas imaginé ce Pokémon dans cet environnement, ou tiens ça me donne eh bien du grain à moudre, parce que comme ça je peux imaginer de nouvelles manières de voir la vie au quotidien de ce Pokémon, ce genre de choses. Et c'est pour ça que quand une série est si pauvre en AR, hein, comme Destinée de Paldea, moi ça me frustre.
Je comprends bien pourquoi, évidemment. Pourquoi ce manque d'AR? Bah, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de shiny à côté, et donc c'est les shiny qui ont pris le pas, c'est le rôle de la série, c'est le but de la série, et donc elles ont éclipsé les AR finalement. Donc je comprends tout à fait cette idée-là, mais le problème c'est que, on y viendra après, mais quand les shiny se ressemblent un petit peu toutes et ont un design qui reste très basique, j'ai envie de dire, eh ben la place laissée à l'imagination est donc vraiment moindre. Et on a beaucoup moins cette capacité de s'émerveiller face aux Pokémon et à l'environnement dans lequel ils sont dépeints. Et c'est ça mon gros problème dans la série. Voilà, malgré tout, il a fallu faire un choix parmi les 3 seuls petits AR disponibles dans la série. Je sais que beaucoup de gens ont apprécié Super Dauphin. Moi je l'aime bien, c'est vrai, mais c'est pas ma préférée. J'ai préféré ici, pour une fois, alors que dans les illustrations Pokémon, je suis plutôt dark, etc. Et pour une fois, j'ai préféré la joie et la gaieté de ce pomme AR au côté très sombre et peu lumineux de Super Dauphin. Voilà, j'ai trouvé cette illustration de Super Dauphin très réussie. Malgré tout, lorsqu'il n'y a pas de clarté pour compenser l'obscurité, très souvent je trouve que les illustrations se perdent et qu'on a moins la capacité de voir les détails. Qu'on voit vraiment quelque chose de trop sombre, alors qu'ici avec ce pomme, c'est l'inverse, hein, il n'y a quasiment pas d'obscurité, que de la clarté, et comme les végétaux, je trouve que c'est un petit peu le thème de cette série, on en a parlé à de nombreuses reprises déjà depuis le début de cette vidéo, et bien je trouve qu'ici, ils sont respectés, et encore une fois, les fleurs sont très bien dessinées, ça va très bien avec pomme, et puis voilà, c'est leur posture, ils sont trop mignons, donc voilà, personnellement j'ai trouvé cette carte très sympa, et c'est pour ça que c'est mon AR favorite de la série. Ensuite, nous passons au full art. Donc les full art de cette série, pas grand chose à dire non plus malheureusement, étant donné que, il n'y a pas énormément de diversité sur les full art. Oui, on a des petites étoiles jaunes qui brillent à côté du Pokémon pour dire qu'il est shiny. Malgré tout, le fond, c'est le même. C'est un vieux fond blanc qui n'a pas beaucoup qui est un petit peu morne, si vous voulez mon avis. Après, quand vous avez la carte sous les yeux, elle brille de mille feux, elle est très belle parce qu'on a cette texture. Ici, ce sont des scans, bien évidemment, que vous voyez, donc on ne peut pas se rendre compte à quel point la carte est jolie quand on l'a en main, puisqu'il y a une belle texture, elle brille de mille feux, etc. Ça, je ne le remets pas en cause, mais c'est vrai que de manière générale, quand on enlève la texture et qu'on regarde simplement l'illustration, bon, le fond blanc, il est un petit peu morne, c'est le même, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de décor, il n'y a rien du tout. Et le Pokémon, il est shiny, donc moi en tant que shiny hunter, ça me plaît, mais moi qui ai vu des illustrations de Pokémon shiny absolument renversantes dans le TCG, quand je vois ça, ça a tendance à me lasser un petit peu, et je me dis, bon, finalement, si c'est pour avoir des clones de la même carte, c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser plus que ça. Donc voilà pour les full art. Ensuite, on passe aux alternates. Voilà, donc là, c'est le point fort de la série. C'est clairement le point fort de la série. Le Mew X, le Dracofeu X et le Gardevoir X. J'ai pas sélectionné les alternate trainers. Alors il y en a qui sont très jolis. Grosse dédicace à Pania, avec le Noctali que vous voyez sur le devant de la carte. C'est vrai que Pania est très joli. On a aussi Menzi. Voilà, il y a des alternates qui sont très sympathiques en trainer. Malgré tout, il y en a aucune moi qui m'a renversé. Il y en a aucune où je me suis dit voilà, ça c'est l'alternate du siècle. En revanche, voilà, si je dois citer un point fort à la série, ce sont les alternate Pokémon. Très clairement, le Gardevoir X, c'est mon alternate préféré, je le dis depuis le tout début, quand j'ai découvert le scan pour la première fois, je l'ai dit immédiatement, avant même que la série ne sorte. Ce Gardevoir X, c'est mon alternate préféré du bloc écarlate et violet. En AR, pour l'instant, mon AR préféré, c'est Groudon, de EV4, mais Gardevoir X, là, ce Gardevoir-ci, c'est mon alternate préféré, toute carte confondue, en fait, du bloc écarlate et violet jusqu'à présent. Voilà, je la trouve magnifique, sublime, d'une grâce à couper le souffle. C'est un Pokémon qui est gracieux, qui est très élégant, Gardevoir, mais ici, il a été illustré d'une manière absolument exceptionnel avec ce petit axoloto qui est dans la mare en face et qui est époustouflé également devant la magie et la beauté que dégage Gardevoir. Gardevoir qui est en train de danser d'ailleurs, on le voit à son mouvement, il y a une pluie d'étoiles qui se dégage de ses bras alors qu'il est en train de faire son mouvement. Les couleurs, c'est Gardevoir Shiny, donc je trouve Gardevoir Shiny absolument magnifique, surtout en 3e génération. N'hésitez pas à regarder le sprite de Gardevoir Shiny sur
sur Ruby Saphir Emerald et vous vous rendrez compte que c'est absolument incroyable. Et puis surtout le dessin. Là, on est loin du 3D, on est loin de l'intelligence artificielle. Là, on est sur un coup de crayon qui est absolument magnifique. On sent que le Pokémon a été dessiné. On sent encore les coups de crayon, les traits noirs, que ce soit sur la robe de Gardevoir ou que ce soit sur son bleu, le bleu de son corps. L'illustration d'ailleurs est saturée de bleu et de vert pâle, on ne voit que cette couleur, donc on pourrait se lasser de cette couleur au bout d'un moment, mais ça marche parfaitement parce que la composition est complète de cette manière. C'est un vrai tableau en fait auquel nous assistons ici. Le Pokémon est sublime, mais l'illustration, l'environnement qui l'entoure, on se croirait dans un film Disney. Je suis désolé, mais c'est absolument renversant. Encore une fois, la végétation, hein, j'en reviens à ça, mais la végétation dans cette série, elle est omniprésente et là, sur des illustrations comme ça, c'est trop bien fait, c'est magnifique. Pareil, les petits Pachirisu, alors on les voit mal parce qu'ils sont cachés par le texte du talent enlacement psy, c'est un petit peu dommage ça d'ailleurs. Le talent est sûrement très intéressant, mais ils auraient peut-être pu raccourcir le texte de manière à ce qu'on ait plus de détails de l'illustration, parce que quand on a un texte aussi large, ben, ça gâche une grande partie de cette composition qui pourtant est quasiment parfaite. Je veux dire, au niveau des plantes, regardez-moi les détails sur les feuilles, les lianes aussi qui entourent les branches d'arbres noueuses à droite de l'illustration. Bref, tout est réussi, je trouve, sur cette illustration. Je suis absolument fan. Et donc, c'est mon alternate préféré de tout le bloc Écarlate et Violet. Et elle est dans cette série dessinée de Paldea. Donc ça, c'est la grande force de cette série 4.5. Et ça compense un petit peu toutes les faiblesses que j'ai citées jusqu'à présent. Mais grosse dédicace à ce Gardevoir. Ensuite, le Mew. Le Mew est très sympa. Alors, Mew X, pour la petite histoire, ce Mew-là, quand je l'ai découvert pour la première fois, j'étais pas du tout fan. Je comprenais l'idée, ceci dit. Hein, c'est-à-dire que oui, je comprenais cette idée de cartoon, cette idée de simplicité, et je trouvais que ça marchait pas malgré tout. C'est-à-dire que je me disais, oui, je vois où l'artiste veut en venir. Et je trouvais ça même très intelligent, c'est brillant, parce que Mew, c'est le Pokémon, c'est le Pokémon de la genèse, c'est le tout premier Pokémon, c'est le Pokémon dont l'ADN en fait a permis aux autres Pokémon d'exister, mais en tant que Pokémon très enfantin, on a tout ce champ lexical de l'enfance, de la naïveté, finalement de l'insouciance également, et aussi de la primeur, mais de la primeur dans le sens de genèse, c'est-à-dire le fait que c'est le premier des premiers. Et tout ce vocabulaire-là, eh bien, nous rapproche d'une certaine innocence dans le dessin, d'un côté très simple, très cartoon, très enfantin. Et ce côté enfantin, on le retrouve ici, et je trouvais ça brillant de dessiner Mew de cette manière. Parce que Mew, c'est pas un Pokémon élégant. C'est un Pokémon magnifique, mais c'est un Pokémon qui est brouillon, un Pokémon qui fait des bêtises, un Pokémon farceur, un Pokémon qui a tout d'un embryon, et qui garde des habitudes liées à l'enfance. C'est ça, Mew. Et justement, c'est la première fois qu'il est vraiment... alors, c'est pas la première fois véritablement, mais là, il est illustré de cette manière-là. C'est l'une des premières fois où il est illustré comme ça. Et je trouvais ça très intéressant. Voilà. Malgré tout, la première fois que j'ai vu l'illustration, ça n'a pas marché sur moi. J'ai compris l'idée, j'ai compris le processus, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Par contre, quand j'ai eu la carte entre les mains pour la première fois avec... justement cette brillance, cette texture qui émane de la carte et tous ces petits détails que j'avais pas forcément vus de prime abord, eh bien je me suis dit en fait la carte elle est brillante, elle marche très très bien et donc gros big up à Husgmen hein, qui a créé cette illustration et à toute la philosophie derrière cette carte. Je trouve ça très 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 stylé. Le Dracofeu, pas grand chose à en dire, illustré par Akira Egawa. Malgré tout, il méritait de faire partie de ce classement parce que, au-delà du fait que l'illustration c'est un petit peu du vu et du revu, malgré tout, je trouve que sa tête, sa gueule a été vraiment bien gérée. C'est pas la même posture que le Dracofeu Terra Crystal qu'on retrouvait dans EV3 au niveau de sa tête, de sa gueule. Le fait qu'il ait cette tête virulente face au spectateur un petit peu penché comme ça avec le cou tordu, les flammes qui sortent de sa gueule. Cette position, cette posture, c'est vrai qu'elle m'inspire quelque chose d'assez noble et d'assez beau. Donc malgré la redite, malgré le fait que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, eh bien la carte est quand même très réussie et c'est pour ça que les Full Art Alternate Pokémon, je les trouve très très jolis et c'est le gros point fort de cette série 4.5.
Ensuite, on passe au Gold. Donc les Gold, rien de spécial à en dire. Ça fait toujours plaisir hein, de choper une Gold dans un booster. Malgré tout, ça va être eh bien, le même argument que lors des Full Art qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'ici, le fond, il n'est pas blanc, il est bleu. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est exactement la même chose. Le fond est inexistant. Le Pokémon, il est tout doré. Donc oui, d'accord, c'est sympa, je comprends l'idée. Mais c'est pas quelque chose qui, moi, va m'attirer plus que ça. Et voilà, bon, le Yu-Yu, c'est ma préférée, je pense, des trois. Mais voilà, s'il fallait en choisir trois, ce sont ces trois-ci, Koraidon, Miraidon et Yu-Yu. Mais encore une fois, pas de coup de cœur par rapport à ça, donc je vais passer assez vite là-dessus. Au niveau des Shiny, donc les Shiny, bah, ce sont vraiment les cartes les plus importantes de 4.5. Ce sont celles qui font l'identité de la série, puisque voilà, c'est une sorte de remake de Destinée Occulte. Et bon, qu'est-ce qu'on observe finalement? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le fond il est blanc, comme les Full Art. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment qui moi va me plaire. C'est pas quelque chose qui va me toucher. Après, les Pokémon en eux-mêmes, ils sont shiny, ils sont très bien dessinés, les couleurs sont respectées. Donc moi, ça va me plaire. Encore une fois, en tant que chasseur de ces petites bêtes chromatiques, dans le jeu vidéo, bien sûr, bah, c'est quelque chose qui va me plaire. Effectivement, les couleurs sont respectées, mais voilà, pour moi, il manque quelque chose. C'est un petit peu fade. Le fait qu'elle tombe assez souvent, bah, ça enlève ce côté prestigieux de la carte shiny. En fait, il y en a trop. Pour moi, le nombre de shiny dans cette série aurait dû être divisé par 3 ou par 4. Plusieurs possibilités. Soit ils décident d'une génération, par exemple. Avec Destinée Occulte et compagnie, on avait eu surtout des Pokémon des anciennes générations. Là, ils auraient pu, bah, par exemple, faire que des Pokémon de la 9e génération dans cette série-là. Ça aurait pu être très sympathique, puisque justement, la série s'appelle Destinée de Paldea. Paldea, c'est quoi? Paldea, c'est la région de la 9G. Alors, pourquoi dans Destinée de Paldea, on trouve des Pokémon de la 1re, de la 2e, de la 3e jusqu'à la 8e génération? C'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment à faire avec la 9e génération pour que justement, on ait accès à de nouveaux Pokémon Shiny. Parce que finalement, ces Pokémon qui sont arrivés avec la 9G, les gens n'ont pas encore appris à les apprécier, surtout dans la communauté TCG, qui est souvent un petit peu moins au fait de ce qui se fait dans Pokémon, notamment au niveau du jeu vidéo, que le reste de la communauté, c'est-à-dire la communauté jeux vidéo, etc. Donc, ça aurait été une belle occasion, je trouve, de faire découvrir des Shiny de la 9e génération. Des gens auraient pu se dire, bah tiens, ce Pokémon, j'avais aucun atome crochu pour lui, et pourtant, là, il a été représenté en Shiny dans la série, donc c'est intéressant, je vais peut-être apprendre à aimer ce Pokémon, je vais voir son histoire, quel est son lore, quel est son type, d'où il vient, pourquoi il a ce design, de quoi il a été inspiré, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on apprend finalement à aimer une génération et à aimer les Pokémon qui la composent. C'est grâce à cette curiosité. Et cette curiosité, ici, elle est absente de Destinée de Paldea. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les mêmes Shiny. On a encore les inimitables Salamèche, Pikachu, Carapuce, etc. Donc en fait, les gens, ils vont simplement se dire « Ah, trop bien les Pokémon de la 1G », ils vont se concentrer sur eux, et ils vont complètement délaisser les Pokémon de la 9e génération. Et moi, je le voyais totalement dans mes box break. Dans mes box break, la plupart des gens étaient contents uniquement quand ils avaient des Pokémon de la 1re génération. Et dès qu'il y avait un Gigancel, un Pokémon de la 9G, peu importe, ils disaient « Ah, quelle horreur, les Pokémon récents, etc., etc., c'est pas intéressant, tant pis, j'ai pas eu de chance dans mon booster, etc. » Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage, qu'une série qui s'appelle Destinée de Paldea ne rende pas hommage à Paldea. Voilà, ça c'est très 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 dommage et c'est une énorme source de frustration pour moi. Et dans ce cas-là, vous allez me dire, mais pourquoi là dans tes Shiny préférés, tu n'as pas mis de Pokémon de la 9e génération? Eh ben, deuxième source de frustration, c'est que pour moi, les Pokémon de la 9e génération, que pourtant j'apprécie de plus en plus avec le temps, j'essaye de m'intéresser à leur lore et à leur histoire et à leur design, mais dans cette série, je suis désolé, mais je trouve qu'ils n'ont pas été réussis. Voilà, et c'est dommage. Il y en a pourtant des Pokémon de la 9e génération, mais je trouve qu'ils sont trop... c'est indifférent en fait. Il y a pas, ils sont trop neutres. Et forcément, je comprends aussi que les gens qui n'ont pas joué au jeu ou qui veulent pas s'intéresser aux générations récentes n'aient pas cette curiosité, cet élan vital, cet élan mental d'aller vers ces Pokémon-là et de chercher à en apprendre plus.
parce qu'ils se disent simplement, voilà, moi on me propose toujours les mêmes shiny, donc je vais rester dans mon confort intellectuel et me contenter des Pokémon des premières générations finalement. Et je comprends qu'ils le fassent, parce que même moi, par exemple, sur les shiny de Destiny de Paldea, voilà, j'ai mis aucun shiny de la 9ème génération dans mes 3 préférés là. Pourquoi? Parce que je trouve que les illustrations n'ont pas été à la hauteur. Voilà. Donc j'ai choisi Entei, qui a une posture très très cool, et c'est pas pour les couleurs que je les ai choisis, parce que moi je les connais, les couleurs de ces Pokémon en shiny. Vous voyez, donc il n'y a aucune surprise pour moi, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Mais au niveau de la posture, Entei, je le trouve très réussi. Justement, il n'est pas simplement devant nous comme ça, les 4 pattes au sol. Non, il est dans un mouvement, on sent qu'il est en train de parcourir le monde, qu'il a touché peut-être une montagne, qu'il a déclenché une éruption volcanique, peu importe, et qu'il repart à toute allure pour parcourir le monde, j'en sais rien. Mais l'imaginaire peut un petit peu jouer, on va dire, sur cet Entei, c'est pour ça que je l'ai choisi. Le Lixie, je l'ai choisi pour une raison précise, c'est parce que c'est mon tout premier shiny hasard. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un shiny hasard dans le jeu vidéo? C'est un shiny sur lequel vous tombez sans l'avoir recherché. Ceux qui connaissent un peu le shiny hunting, vous savez que pour avoir un shiny, c'est très difficile. Sur les anciennes générations, c'est une chance sur 8192. À partir de la 6ème génération, c'est une chance sur 4096. Donc c'est très difficile de trouver un shiny. Et en général, ce qu'il faut faire pour trouver un Pokémon particulier en shiny, c'est se mettre devant lui, faire des resets jusqu'à ce qu'il tombe shiny, ou parcourir les hautes herbes, les grottes ou la mer plein de fois jusqu'à ce qu'on trouve un Pokémon shiny. Voilà, ça c'est la base de la base. Et Lixie, moi, c'est le tout premier Pokémon shiny que j'ai trouvé sans le chercher. Il est apparu comme ça dans les hautes herbes sur ma version diamant, avec les étoiles qui ont pété tout autour de lui, ce jaune métallique presque doré qui m'a aveuglé presque, et j'ai tellement d'affection pour ce Pokémon que je l'ai choisi ici dans cette série. Et le Spiritomb, c'est une chasse que j'aimerais beaucoup faire, Spiritomb, en 4ème génération, avec justement les âmes qu'il faut récupérer dans le souterrain. J'aimerais beaucoup le chasser sur la version platine. Voilà, donc c'est aussi un petit clin d'œil à Spiritomb, qui est le tout premier Pokémon que Cynthia envoie au combat, qui est un Pokémon très intéressant, un Pokémon qui à l'époque n'avait pas de faiblesse de par son double type Ténèbres-Spectre, avant l'apparition du type Fée. Voilà, donc plein d'éléments comme ça qui sont très intéressants et qui m'ont fait choisir ces Pokémon-là. Malgré tout, encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel qui se dégage de ces cartes. Le fond, c'est le même, les étoiles dessinées, ce sont les mêmes, les petits traits de couleur là pour nous faire croire qu'on est à la kermesse, ce sont les mêmes. Voilà, il n'y a rien de vraiment fascinant et il y a rien de vraiment nouveau avec ces cartes-là, et c'est ça que je reproche à cette série. Voilà, il n'y a pas assez de parti pris, il n'y a pas assez d'imagination, ils n'ont pas assez pris leur courage à deux mains, ils ne se sont pas assez dit on tente quelque chose. À l'époque du Block X, on tentait des choses, et là on n'a rien tenté, et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je pense que j'ai fait un monologue suffisamment important. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci infiniment. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, mais c'était important pour moi de vous faire tout ce débrief sur ce que j'ai réellement pensé de Destiny de Paldea. Au niveau des cartes à suivre, là, il n'y a aucune surprise dans ce que je vais vous montrer. Là, vraiment, c'est le niveau 0 de l'analyse, mais évidemment, c'est les 3 alternates qu'il va falloir suivre. Eh ben oui, alors j'aurais pu aussi vous parler de Pikachu Shiny, mais cette carte-là, Pikachu Shiny, bon, c'est une Shiny comme les autres en termes de rareté, mais c'est Pikachu, donc voilà, forcément elle va valoir plus cher, mais je trouve qu'il n'y a rien intéressant, rien d'intéressant à en dire. En revanche, les alternates, c'est vrai que elles combinent la rareté qui est absolument exceptionnelle à la beauté esthétique, surtout pour le Gardevoir et le Mew, que je trouve complètement dingue, et la popularité de Dracofeu qui n'est plus approuvée. Donc, ces 3 cartes-là, évidemment, ça va être intéressant de les analyser dans les mois à venir. J'ai été un petit peu surpris du prix de Mew qui n'a pas autant baissé que ça depuis la sortie de la série. On peut souvent s'attendre à ce que le prix baisse assez vite sur les alternates, parce que d'abord il y a l'avant-première, donc les gens veulent absolument avoir la carte, et ensuite quand ils se rendent compte quand même qu'ils peuvent l'acheter assez facilement, le prix baisse. Sur Mew, ça n'a pas été vraiment le cas, j'ai l'impression, le prix n'a pas véritablement baissé, donc c'est peut-être un signe qui montre que cette carte, il va falloir vraiment suivre son potentiel dans les mois à venir, parce qu'elle a un vrai potentiel justement. Le Gardevoir, lui, sa valeur elle est pas encore incroyable pour le coup, donc elle est accessible à des prix, à un prix très intéressant, donc franchement si vous êtes fan de cette carte comme moi, eh bien n'hésitez pas à vous la procurer si vous n'avez pas eu la chance de la tirer en booster. Et le Dracofeu, pour des raisons évidentes de popularité, il va falloir le suivre aussi. Voilà, ça c'était pour les cartes à suivre.
Au niveau de la note finale, bon ben, vu tout ce que j'ai dit pendant la vidéo, je pense que vous ne vous attendiez pas à mieux, pardon. Je pense que vous comprenez tout à fait la note finale de C que je donne. C'est la première fois que je donne la note de C à une série. Habituellement, je donne souvent la note de B, très bonne série pour les séries récentes. Ici, j'ai donné la note de C. Voilà. Donc, c'est vraiment un cri de colère et de frustration, cette note de C, parce que la carte a de très beaux atouts, en fait. La série a de très beaux atouts. Et franchement, il y a plein de choses à en tirer de cette série. Il y a des cartes magnifiques, le visuel des boosters est plutôt sympathique, la diversité des items est cool. On a vraiment des choses à se mettre sous la dent. Et c'est dommage qu'on se repose sur nos lauriers en proposant des cartes qui manquent d'originalité, qui manquent d'innovation, et pour toutes les raisons que j'ai citées, eh ben, je trouve cette série très paresseuse, malgré le nombre de cartes. Parfois, une série, elle peut avoir 60-70 cartes seulement et ne pas du tout être paresseuse et proposer un vrai renouveau. Et une série comme ça, qui contient 254 cartes, eh bien, elle est très paresseuse, je trouve. Et c'est les mêmes cartes qui sont données et illustrées en boucle et en boucle, avec les mêmes références, avec les mêmes présupposés. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc c'est pour ça que je lui donne la note de C. Et j'aimerais maintenant que ça secoue et que ça remue dans la fourmilière pour nous offrir quelque chose de bien mieux. En tout cas, l'avenir, puisque c'est de ça dont il faut parler maintenant, eh bien c'est la série EV5 Force Temporelle. J'ai commencé à avoir des displays de mon côté, j'ai déjà fait un box break sur Whatnot, j'en referai de nombreux à l'avenir. Voilà, donc là je pars au Japon, donc ça va être vraiment très très cool, mais à mon retour, on va reprendre évidemment les box breaks de la série EV5 Force Temporelle. Donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, la série me plaît. Il y a quand même elle a quand même de très beaux atouts, la série, de très belles cartes à l'intérieur, donc je suis assez hypé. J'ai hâte de vous ouvrir des boosters de cette série. N'oubliez pas également que si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Whatnot, eh bien vous pouvez passer par mon lien qui est disponible en description et en commentaire épinglé de cette vidéo, et en vous inscrivant via ce lien, eh bien vous bénéficiez de 15 € tout simplement, utilisable partout sur ma boutique pendant mes lives. Donc quand je fais un live, que ce soit live de vente aux enchères, que par exemple des cartes du bloc X, du bloc Wizard, peu importe, ou des box break avec EV5, eh bien vous pouvez utiliser votre crédit de 15 € n'importe où, quand vous voulez. Eh bien c'est toujours ça de prix, je trouve, et moi c'est une manière de me soutenir. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, vous êtes courageux. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.